Bienvenue, vous me suivez en tant que Nothing Phone 4a et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer ce processus de configuration sur cet appareil. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez voir le même écran que celui affiché de mon côté et sur la première page. Nous avons déjà plusieurs options différentes à explorer, alors commençons par les troubles visuels. Nous avons le mode accessibilité qui, au lieu d'être clairement indiqué, n'est pas très utile si vous avez des problèmes de vision, étant donné que c'est juste un tout petit symbole à côté du composeur. Mais bon, peu importe. Donc, cherchez la première icône en bas à gauche. Ici, nous avons quelques options à explorer pour rendre l'affichage un peu plus lisible si vous avez des difficultés à le voir. Nous avons donc des options comme la taille de la police et de l'affichage que vous pouvez augmenter, ainsi que la possibilité de changer les polices. Nous avons aussi la loupe qui vous permet de zoomer n'importe où sur l'écran sans avoir besoin d'ouvrir des photos ou quoi que ce soit de ce genre. Nous avons la fonction « Sélectionner pour parler » qui, en appuyant sur un élément, le lira à voix haute pour vous ou tout simplement « Talkback ». Talkback est en fait un contrôle complet de l'appareil sans avoir réellement besoin de savoir sur quoi vous cliquez. Voici comment cela fonctionne lorsque vous l'activez. Il y aura comme un champ autour d'un élément, par exemple, il y aurait alors un champ autour de Talkback, et il commencerait à lire tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette zone à chaque fois. Donc je pourrais ensuite faire glisser vers le haut ou vers le bas pour passer à la position au-dessus ou en dessous, et un double appui dessus l'activerait. Maintenant, revenons à la page principale des paramètres. Nous avons le composeur que nous allons simplement ignorer et nous avons la sélection de la langue. Donc, dans la sélection de la langue, nous pouvons choisir par exemple l'anglais, la Pologne que je vais sélectionner, même si je préfère l'anglais. Et j'aime aussi choisir que ce soit en Pologne parce que c'est un pays de l'Union européenne et c'est bien car l'Union européenne est favorable aux consommateurs, contrairement aux États-Unis qui sont favorables aux entreprises. Et tant pis pour les consommateurs, ou comme le Royaume-Uni, qui est plutôt du genre à restreindre la liberté d'expression. Et importons plus de chercheurs et d'ingénieurs. Qu'ils puissent de toute façon enrichir notre société. Maintenant, je recommande aussi de choisir une région, par exemple comme la Pologne, ici si vous le pouvez, dans le simple espoir que je n'ai jamais vraiment testé, parce qu'il n'y a pas grand-chose avec quoi je puisse le tester pour l'instant. Voilà. Quand l'Union européenne crée une sorte de loi qui oblige une entreprise à se conformer, et que cela ne leur plaît pas, ils se retireront soit de ce marché, soit ils ne se conformeront qu'à ce marché. Donc cela étant dit, quand est-ce qu'une telle chose pourrait arriver? Quand une entreprise ne se conforme qu'à une région spécifique comme la Pologne ou l'Union européenne en général. Dans ce cas, il y a de fortes chances qu'ils ne changent évidemment rien à leur fonctionnement ailleurs qu'en dehors de l'Union européenne. Donc, en sélectionnant cela, vous pourriez, même si vous êtes aux États-Unis par exemple, être quand même rattaché aux personnes qui font partie de l'Union européenne et qui sont concernées par ces changements. Ces changements sont le plus souvent positifs, généralement favorables aux consommateurs, ce qui serait bénéfique pour vous. C'est un peu pour ça que je fais ça spécifiquement maintenant, de toute façon. Ensuite, nous avons la configuration à l'aide d'un autre appareil. Donc, si je prends un autre appareil, vous obtenez ce pop-up et vous voulez faire cela. Oups, fermé. La raison à cela, c'est que ça passe par Google et c'est horrible. Donc, c'est en gros la tentative de Google de récupérer toutes vos données. Comme ils le font toujours, ils essayent évidemment de monétiser vos informations. Donc, plus ils peuvent en aspirer, mieux c'est pour eux. Mais ça, en soi, ce n'est même pas tout. Parce que un autre problème que je trouve ici avec ça, c'est une configuration à l'aide d'un autre appareil, ce qui impliquerait en gros une migration des données de l'ancien appareil vers celui-ci. Ce serait la conclusion la plus logique ici, mais en réalité, ce n'est pas ça. Enfin, ça essaye de l'être, ça fait semblant, mais c'est absolument horrible. Donc, ce que ça va faire, c'est essentiellement, en premier lieu, transférer votre compte. Vous devez simplement confirmer soit le mot de passe de votre compte, soit le code de verrouillage que vous aviez sur votre autre appareil. Et il va automatiquement récupérer tous vos comptes Google présents dessus. Il va récupérer tout ce qui passe par le cloud. Donc, des choses comme les journaux d'appel, les messages, les applications téléchargées depuis le Play Store, les photos et vidéos de votre galerie qui ont été synchronisées avec le cloud.
Tout cela sera en quelque sorte transféré, mais les applications qui proviennent d'ailleurs que du Play Store, celles-là sont laissées de côté. Les photos, si elles dépassent 15 gigaoctets, sont ignorées. Et même les applications qui venaient du Play Store, si elles ne sont plus disponibles sur le Play Store, par exemple quelque chose comme Yuzu Emulator, parce que, vous savez, les avocats de Nintendo s'en sont mêlés. Eh bien, vous l'avez peut-être sur votre ancien appareil, mais elle n'est plus sur le Play Store. Donc, elle ne sera de toute façon pas transférée sur ce nouvel appareil. Donc, évidemment, sur ce point, c'est catégorique, il suffit donc de passer outre. Et pour continuer, nous avons la connexion au Wi-Fi et il y a plusieurs façons de procéder. Ou bien on peut passer cette étape. C'est une possibilité. Par contre, je ne sais pas vraiment si on peut passer cette étape la première fois ou alors on peut simplement s'y connecter. Voilà. Je vais essayer de passer cette étape. Ce n'est pas la première configuration, donc je n'aurai pas besoin de m'y connecter de toute façon. Mais si c'est la première configuration et qu'il vous dit que vous devez le faire, il y a de fortes chances que, eh bien, vous n'ayez pas d'autre choix. Bref, ensuite, il y a la connexion au réseau mobile. Vous pouvez donc insérer votre carte SIM si vous le souhaitez ou passer cette étape si cela ne vous intéresse pas pour l'instant. Là, en ce moment, je configure complètement cet appareil hors ligne parce que je n'ai pas inséré de carte SIM ni connecté au Wi-Fi. Il m'affiche ce pop-up ici ou cette page contextuelle pour configurer la date et l'heure parce qu'il n'est pas connecté au réseau. Kent, il ne peut plus récupérer ces informations sur Internet. Je peux complètement ignorer cela car dès que je me connecterai au réseau, ce sera corrigé si c'est incorrect, donc ce n'est pas vraiment important ou vous pouvez simplement le configurer si vous le souhaitez. Ensuite, il y a la configuration d'un code PIN. Par défaut, il propose un code PIN de 4 à 6 chiffres. Nous pouvons cliquer sur les options ici et choisir soit un schéma, soit un mot de passe également. Choisissez simplement celui que vous voulez. En fait, je souhaite protéger cet appareil, mais dans votre cas, je vous recommanderais fortement de le faire. La raison pour laquelle je ne configure pas ce genre de choses, c'est parce que c'est un téléphone de travail destiné à tout le monde ici. Donc, il ne va stocker aucune de mes informations personnelles, ni celles de qui que ce soit, vraiment. Mais évidemment, vous allez utiliser ce téléphone, ce qui signifie qu'il va aussi stocker vos informations personnelles. Et si jamais vous aviez la malchance de perdre votre appareil, et il vaudrait mieux que la personne qui le trouve n'ait pas accès à toutes vos informations. Sans aucune protection, rappelez-vous, il est toujours bon de se protéger de toute façon. Je vais passer cette étape et ignorer pour l'instant. Je veux aussi ajouter que lorsque vous configurez un code PIN, un mot de passe ou un schéma, vous pouvez également ajouter la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. Sans code PIN, schéma ou mot de passe, vous ne pouvez pas faire cela sur la S. Ce sont des données biométriques qui ne sont pas fiables à 100%. C'est pourquoi vous avez besoin de ce code PIN, schéma ou mot de passe dans tous les cas. Ensuite, nous avons les services Google et ils sont tout simplement horribles. Je déteste vraiment ça. Si vous ne vous souciez pas de la vie privée ou de ce genre de choses, vous pouvez passer à la suite. Mais je vais m'attarder un instant ici, juste pour en parler un peu. Donc, première chose, nous avons la localisation, ce qui permet aux applications et services ayant l'autorisation d'accéder à la localisation d'utiliser la position de votre appareil. Si on désactive ça, évidemment, on pourrait penser que votre appareil n'est plus localisable. Si tant est que ce soit un mot, mais vous auriez tort, et la raison pour laquelle vous auriez tort, c'est à cause de la deuxième option. Même si celle-ci est également désactivée, cela vous donne en fait une vision un peu plus large ici. Donc, autorisez l'analyse. Ceci est automatiquement désactivé avec la localisation, mais lisons rapidement ce que ça dit, car ça ne répondra pas complètement à la question. Donc, permettre aux applications et services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth sont désactivés. Voilà. La raison de cela? Si vous ne voyez pas ce que je veux dire par là, je devrais l'expliquer un peu. Si une application ou un service peut toujours utiliser des choses comme le Bluetooth et le Wi-Fi, quand c'est désactivé, cela signifie vraiment que ce n'est jamais désactivé pour vous, et si ce n'est jamais vraiment désactivé, c'est juste ça. Le bouton empêche votre téléphone de vérifier les autres appareils, mais il n'empêche pas les autres appareils de vous vérifier. Et ça, c'est plutôt une remarque générale.
Ces appareils, tous les téléphones, vous espionnent de toute façon, quoi qu'il arrive. Je veux dire, soyons honnêtes, s'ils viennent tous de chez nous et que nous sommes en ce moment en train de devenir, en gros, je dirais, très copains avec le PCC. Presque, quand on considère ce qu'ils essaient d'accomplir, c'est-à-dire un contrôle total sur toutes les données, les informations et la surveillance. Donc, c'est juste une remarque générale. Mais évidemment, votre téléphone a très probablement d'autres moyens de vous espionner sans même que vous le sachiez. Et il y en a qui ne sont même pas mentionnés ici, ce qui en général porte un nom. C'est le mensonge par omission, mais bon, peu importe. Les États-Unis ne tiennent pas les entreprises responsables de quoi que ce soit tant qu'elles gagnent de l'argent. Quoi qu'il en soit, en descendant un peu plus bas, on trouve l'option « Envoyer les données utilisateurs et de diagnostic ». Maintenant, le titre est un peu plus, disons, idiot par rapport à la fonction réelle. Donc, on pourrait penser qu'en désactivant cette option, votre appareil ne partage plus aucune donnée avec qui que ce soit. Non, je veux dire, le bouton indique littéralement « Envoyer les données utilisateurs et de diagnostic ». Ça ne précise pas vraiment où ni rien de ce genre. Donc, rien qu'avec le nom de ce bouton, il serait logique de penser que vous empêchez simplement votre appareil de se connecter à quoi que ce soit, ce qui serait vraiment génial. Envoyer des données utilisateurs et de diagnostic ou n'importe quel type de données utilisateurs ou toute donnée de diagnostic serait une donnée utilisateur et toute donnée utilisateur, ce serait tout. Parce que c'est votre téléphone, donc tout ce qu'il y a ici, ce sont vos données. Donc, par conséquent, votre appareil ne devrait littéralement se connecter à rien ni partager aucune information concernant votre appareil. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre, mais l'option ici est un peu plus stupide. Appelons ça comme ça. Je suis désolé. Voyons simplement ça ensemble. Voilà. Aidez à améliorer l'expérience de votre appareil Android en envoyant automatiquement à Google des données de diagnostic, d'utilisation de l'appareil et des applications. Maintenant, faisons une pause ici et demandons-nous, pourquoi diable voudrions-nous jamais partager nos données avec une entreprise qui est connue pour littéralement les vendre afin d'en tirer profit et de vous cibler avec des publicités? À partir de ces données, est-ce de cette amélioration dont on parle? Si c'est le cas, moi, non merci. Et deuxièmement, si vraiment ils veulent améliorer leurs appareils, leur expérience Android, alors qu'ils le fassent. Ce ne devrait pas être à nous, les utilisateurs, de partager la façon dont nous utilisons leurs appareils pour qu'ils puissent les améliorer. C'est dans leur intérêt de le découvrir par eux-mêmes et ensuite d'y remédier. C'est littéralement ce qui permet de vendre leurs appareils. S'ils ne peuvent pas faire cet effort, alors qu'ils arrêtent de vendre des appareils ou au moins des logiciels. Voilà. Donc, il y a une dernière chose que je voudrais ajouter. Parce que Google ne vous récompense pas pour avoir partagé cela, la possibilité que votre appareil, que votre logiciel soit mis à jour n'est pas une récompense. C'est une obligation imposée, littéralement, par l'Union européenne. Ils doivent assurer la sécurité logicielle pendant une période déterminée. C'est leur travail. Donc, en fait, partager vos données ne vous aide pas sur ce point. Et vous ne touchez pas d'argent pour les données qu'ils collectent et qu'ils vendent à partir de vous. Donc, évidemment, ne la partagez pas. Il n'y a aucune raison. Maintenant, le dernier point ici est le plus douteux de tous. Vous verrez, installer les mises à jour et les applications. En continuant, vous acceptez que l'appareil puisse également télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google. Vous voulez dire, va le faire? Le mot que vous devriez utiliser est « va », car c'est une garantie, pas une incertitude. Donc là, c'est, encore une fois, mentir par omission, en quelque sorte. C'est tout simplement mentir. Donc ça, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais cette option n'est pas vraiment très descriptive. Alors, laissez-moi vous l'expliquer pour que vous sachiez dans quel genre de situation vous vous engagez. Donc, Google a un processus en arrière-plan qui tourne sur votre appareil, sur chaque Android, et il s'appelle OTA Update Services. Si je me souviens bien, maintenant, le nom de ce service ne vous dit probablement absolument rien du tout. Si je vous donne la signification de l'acronyme, qui est Over-the-Air Update Services, service de mise à jour à distance, encore une fois,
ça ne vous dira probablement absolument rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Vous ne devriez pas avoir à comprendre le jargon bullshit des entreprises pour savoir que votre téléphone fait quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse. Donc, pour expliquer cela, de quoi s'agit-il? C'est essentiellement un service que Google peut utiliser pour imposer n'importe quoi sur votre appareil selon leur bon vouloir sous prétexte d'une mise à jour. Maintenant, cela peut aller de simples correctifs de sécurité qui servent à garder votre appareil bien protégé contre toutes sortes de failles à, par exemple, quelque chose comme les frigos Samsung, vous savez, les frigos intelligents, ceux qui vous envoient une notification du genre « Oh, vous avez oublié de fermer la porte » au lieu de la fermer eux-mêmes. Donc oui, ces frigos avaient aussi des écrans intégrés. Eh bien, Samsung a décidé d'utiliser ces services de mise à jour pour mettre à jour les frigos des gens pour lesquels ils avaient payé 3 000 $ avec des publicités. Et ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose à ce sujet, à part déconnecter complètement l'appareil du réseau. Mais alors, ça va un peu à l'encontre de l'intérêt d'un appareil intelligent, non? Donc, Google, de son côté, va utiliser cela pour d'autres choses tout aussi douteuses. À ce stade, je ne peux vraiment pas vous dire si ça va arriver ou non. J'ai entendu tellement de revirements à ce sujet que je ne sais plus, mais vous savez quoi, je vais considérer que c'est le cas. Et Google essaie encore une fois d'étouffer la haine qu'on leur porte à cause de leur stupidité jusqu'à ce qu'on oublie pour pouvoir changer d'avis à nouveau. Comme ils ont toute une année à faire des allers-retours jusqu'à ce qu'on abandonne et qu'on se dise « Bon, d'accord, donnez-moi ce truc, donnez-moi ce cancer. » Donc, ce dont je parle, c'est de leur façon de gérer les applications, en particulier les applications tierces. Ils ont décidé qu'ils allaient nous aider gracieusement en nous empêchant d'installer des applications provenant de sources tierces ou de n'importe où en dehors du Play Store, ce qui, étant donné que c'est un ordinateur, il a un processeur, de la RAM, un écran et tout le reste, et un système, c'est fondamentalement un ordinateur. Et ils le verrouillent pour vous forcer à n'utiliser que leur service pour tout ce que vous voulez faire sur cet appareil, ce qui est complètement absurde. Et ce n'est probablement pas pour ça que vous avez acheté un appareil Android. Si vous voulez un système verrouillé, autant aller chez chez Apple. Au moins, Apple protège votre vie privée. Donc, avec cela en tête, ils essaient de tout bloquer sous prétexte de les gens seraient de stupides et installeraient des applications malveillantes qui les piratent ou quelque chose comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Je peux très bien gérer ce genre de choses moi-même. Je n'ai pas besoin que Google me dise que je ne peux plus faire ça, parce qu'il y a d'autres personnes stupides qui ne savent pas ça. GTA.apk ou GTA 6.apk n'est en réalité pas une version de GTA 6 sur Android, c'est en fait un malware. Qui l'aurait cru, à cause de ces abrutis, mon appareil devient idiot. Donc, ce genre de mise à jour, si elle arrive, passera par les services de mise à jour OTA. Et en temps normal, très honnêtement, si j'étais un idiot, je ne serais pas capable d'y changer quoi que ce soit. Je serais juste là à attendre que Google arrive en douce, à sec et, tu sais, commencer à me bombarder avec tout ce qu'ils veulent installer sur mon appareil, ce qui ne serait rien de ce que je voudrais avoir. Maintenant, tu as la possibilité de supprimer les anciens services de mise à jour si tu veux, mais évidemment, cela empêche aussi ton appareil de recevoir les correctifs de sécurité. Donc ce n'est pas idéal, mais honnêtement, à ce stade, je ne sais pas si je ne vais pas finir par le faire. Même quand Apple affirme cela, tu sais, ils disent mais qu'ils ne vont pas le faire, alors qu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient le faire en 2025. Finalement, puis au début de 2026, ils ont dit, tu sais quoi, on ne va pas le faire. Puis, je veux dire, 3 mois après le début de 2026, ils disent, non, en fait, on va vraiment le faire. Blague. Et maintenant, encore une fois, ils sont là, oh, tu sais quoi, non, on a trouvé un moyen de sécuriser les appareils sans vraiment faire ça. Tu sais, je ne peux plus croire à ces conneries. Donc maintenant, ils disent qu'ils vont le faire et ils espèrent juste qu'on va tous oublier cette connerie stupide. Et une fois que ça sortira, on va juste se dire « Ah, bon ». Je suppose qu'ils ont menti, ou alors ils ne savaient pas quoi. Je n'avale pas ces conneries. Donc je vais probablement juste supprimer les services OTA de mon téléphone pour ne pas avoir cette merde sur mon appareil. J'aime l'ouverture d'Android. Bref, ensuite, on a maintenant les conditions générales.
Évidemment, celles-ci viennent de Nothing, comme vous pouvez le voir vers la politique de confidentialité de Nothing et tout le reste. Vous pouvez cliquer sur les deux pour lire exactement à quoi vous consentez. Voilà, et soyons honnêtes, si vous êtes comme tout le monde, vous ne lirez jamais un seul mot de tout ça, donc on va juste cliquer sur Accepter. Ensuite, on a maintenant les programmes d'amélioration de l'expérience. Cette fois-ci, ils viennent de Nothing et j'ai la même logique que j'avais avec Google. Si vous n'avez pas besoin de partager quoi que ce soit, ne le faites pas, vous n'êtes pas payé pour ça, ça ne vous apporte rien. Et l'entreprise est obligée au moins d'assurer la maintenance de ces appareils pendant quelques années. S'ils publient des mises à jour, et Nothing va certainement en publier, ils sont donc obligés de mettre à jour leurs appareils. Je crois que c'est pendant genre 4 ans, quelque chose comme ça, mais je peux me tromper. Je ne me souviens plus exactement de la loi à ce sujet, mais oui, donc nous n'avons rien à partager. Ils vont de toute façon l'améliorer eux-mêmes parce que c'est littéralement leur boulot. Et on va juste désactiver toutes ces conneries. Ensuite, nous avons découvrir l'interface Glyph. Tu veux dire l'écran 1x6 pixels. Je vais juste sélectionner Suivant. Donc ça t'explique ce que ça fait, comment ça fonctionne. Super, super. Ensuite, nous avons la touche essentielle, qui est cette touche affreuse mais polie, contrairement à celle en argent mat de l'autre côté, que personne n'a demandé et que tu ne peux même pas vraiment reconfigurer. Génial, suivant, ça ne pourrait pas moins m'intéresser. Et voilà, c'est à peu près la fin de l'écran de configuration. Voilà, c'est fait. En tout cas, si tu as trouvé ça utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.